disait Émilie, le temple de la polykystose dominante en France. Et moi, je suis Laurence Michel, je suis médecin biologiste, biologiste moléculaire à Lyon. Donc, je fais partie du centre de référence au nouveau centre Marège, et Marel plus précisément pour Lyon. Et en fait, je me suis focalisée sur les formes dominantes, en fait, puisque c'était le sujet du jour. En fait, comment je suis arrivée à m'intéresser au... Comme ça. Ouais. Comment je suis arrivée à m'intéresser à ces formes dominantes, qui n'étaient pas au départ mon sujet de prédilection. En fait, depuis très longtemps, je fais le diagnostic de la polykystose rénale récessive, donc qui est la forme pédiatrique sévère de polykystose. Et, et avec une révélation très souvent anténatale. Et c'est vrai que ça m'a amené à proposer un diagnostic anténatal sur des signes d'appel échographique, donc des reins fétaux hyperéchogènes. Et au départ, comme Marie-Pierre vous l'a présenté, avec l'évolution des techniques, tout ce qu'on avait à notre disposition pour faire ça, c'était du séquençage sanguin. Et puis, pour rechercher une autre pathologie qui, elle, est dominante, j'y reviendrai un tout petit peu, les anomalies d'HNF1B chez ces fœtus, eh bien, on avait à notre disposition uniquement le séquençage sanguin, c'est-à-dire exon par exon. Et sachant que le gène PKHD1 qui est impliqué dans la récessive est un gène qui est très grand, qui fait 67 exons, pardon, eh bien, c'était quelque chose de très fastidieux qu'on avait du mal à proposer en prénatal, mais on l'a quand même proposé. En fait, on avait une stratégie pour rechercher d'abord les mutations dans les exons les plus fréquemment mutés, etc. C'était un peu compliqué. Et puis, comme Marie-Pierre, c'est exactement la même évolution. En 2014, on a commencé à mettre en place le séquençage au débit et à pouvoir proposer l'étude de plusieurs gènes sur un panel, en fait. Et du coup, ça m'a amené à incrémenter mes panels et notamment à y inclure les gènes de dominante, puisque c'était pour moi un diagnostic différentiel de la récessive. Mais au départ, on travaillait aussi par AmpliSec et Ion Torrent et j'avoue que le PKD1 sortait absolument très très mal et j'avais pas du tout envie de me mettre à étudier ce gène. Et puis ensuite, on a aussi évolué vers la technique capture et là, on est très content des résultats et on a incrémenté aussi, comme Marie-Pierre, nos panels au fur et à mesure. Et dans un avenir plus ou moins proche, les choses vont certainement évoluer, par exemple, parce que c'est un peu compliqué. Marie-Pierre dit qu'on refait des versions de panels, ce qui est vrai, mais comme les découvertes vont très vite, il faudrait changer de panel peut-être tous les mois. Non, j'exagère, mais enfin. Et du coup, ce serait une bonne idée de pouvoir passer à l'exo, mais ensuite de cibler sur les gènes qui nous intéressent, c'est-à-dire de faire du panel qu'on dirait in silico, hein, se focaliser sur les gènes qui nous intéressent, mais ensuite pouvoir écarter l'analyse, élargir l'analyse sur d'autres gènes qui sont nouvellement décrits. Et puis, ce qui se développe maintenant, c'est une nouvelle génération de séquençage au débit qui s'appelle le séquençage de longs fragments et qui probablement sera très intéressante. Et si on arrive à la mettre en place, ce sera peut-être l'avenir qui va arriver prochainement. Et puis, on est aussi, comme Marie-Pierre et Laurence et d'autres ici, impliqués actuellement dans l'interprétation des génomes. Donc, moi, c'est sur la plateforme Oragen, puisque je dépends du sud de la France. Voilà, qui sont donc en ce moment, pour l'instant, on ne propose pas encore des génomes en prénatal sur ces plateformes, mais c'est un projet qui va arriver incessamment sous peu. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont insistants pour que ça se fasse. Et puis, nos laboratoires doivent, comme Marie-Pierre vous l'a montré avec ses études en minigène, être impliqués dans ce qu'on appelle les études post-génomiques, parce que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de variants qui restent de signification indéterminée, et on doit pouvoir essayer d'apporter une réponse pour orienter les choses. Donc, tout d'abord, juste pour vous montrer l'évolution depuis 2012 des DPN qu'on a pu faire. Alors ça, c'est toute pathologie rénale confondue, c'est-à-dire qu'il y a les reins kystiques, mais aussi les cacutes. Et vous voyez qu'on a un rendement diagnostique global qui est à peu près de 53%, ce qui est quand même pas mal. Et quand on se focalise sur les reins hyperéchogènes, là, on monte à presque 60%, ce qui est vraiment très bien. J'allais dire que maintenant, le rendement baisse un peu parce que les prescripteurs ont tendance à nous envoyer un peu des choses qui ne sont pas justifiées, des reins hyperéchogènes qui ne sont pas forcément gros ou qui ne sont pas forcément alarmants. Et du coup, ça baisse quelque peu le rendement diagnostique. Les cacutes, le rendement diagnostique est très mauvais, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors d'abord, je vais parler d'un gène qui se transmet sur le mode dominant, c'est HNF1B ou TCF2. Et on s'y est intéressé parce qu'il y a eu cette publication qui disait que ça représentait la majorité la cause de la majorité des reins fétaux hyperéchogènes.
Et c'est vrai que c'est une pathologie donc dominante qui donne des syndromes un peu variés, comme des kystes, le syndrome kyste rénal-diabète, ou des CACUT, ou des ADTKD, euh, et des reins kystiques, bien sûr, et des reins fétaux hyperéchogènes. On se trouve souvent confronté à la délétion complète du gène, qu'on appelle le syndrome microdélétionnel 17q12, avec des gènes contigus qui sont aussi emportés par cette délétion. Et puis sinon, on se trouve face à des variants ponctuels. Et donc, c'est une forme de transmission autosomique dominante, hein, mais avec des variants souvent de novo chez les fœtus. Mais en fait, on se rend compte il y a aussi régulièrement des mutations qui sont transmises par un parent qui paraît asymptomatique, parce qu'en fait, il y a une pénétrance incomplète et une expressivité variable de ce gène, c'est ce qu'on appelle les PIEV. Et ça complique beaucoup le conseil génétique. Bon, je ne reviens pas sur c'est un peu décalé. Et en fait, l'examen fœtopathologique devrait être rare, hein, dans ces formes de révélation anténatale, parce que c'est rare qu'il y ait des signes de sévérité. Mais si y a un examen fœtopathologique, eh bien, il y a toujours des anomalies du pancréas, notamment de la queue du pancréas, et parfois des anomalies des factus génitaux. Donc, j'ai repris notre cohorte de diagnostic de HNF1B en anténatal sur des reins hyperéchogènes ou des CACUT. Et vous voyez qu'on en a eu 28 positifs. Et ici, les variants sont répartis de façon assez homogène entre délétion complète et variants ponctuels, ce qui n'est pas le cas, vous verrez, dans la cohorte globale. Et bon, vous voyez les transmissions, il y a quand même pas mal de variants de novo, mais celles qui ont été héritées d'un parent qui paraissait asymptomatique. Alors après, on pousse les enquêtes familiales avec des échographies chez les parents, les grands-parents, etc. Et faire de la ségrégation, c'est très important. Vous voyez qu'il y a très souvent donc des reins hyperéchogènes, mais un liquide amniotique qui est régulièrement en quantité normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe de sévérité de la fonction rénale. Et parfois, on se trouve en face au contraire d'un excès de liquide amniotique, ce qui est parfois retrouvé dans ces anomalies. La majorité des grossesses ont été poursuivies, mais on a quand même eu 2 interruptions de grossesse, mais ce n'était pas sur le diagnostic génétique, c'était sur des signes de sévérité échographique, hein, une prédiction de fonction rénale très dégradée chez le nouveau-né. Donc, bien sûr, le conseil génétique est très compliqué à cause de cette variabilité phénotypique et de cette pénétrance incomplète, et que, à mon sens, les décisions d'interruption doivent se faire uniquement sur des signes d'évolution péjoratifs. Alors, on entend beaucoup de choses sur les anomalies du développement psychomoteur, l'autisme qui peut être retrouvé notamment dans les pathologies délétionnelles, et c'est ce qui alerte les parents, mais sur la fonction rénale, je pense que la plupart du temps, peut être assez rassurant. Si je fais le bilan global de notre cohorte, indépendamment des formes, enfin voilà, des formes de révélation qui ont été diagnostiquées en anténatal ou en postnatal, vous voyez qu'on a une assez grosse cohorte et que là, les délétions sont plus représentées, hein, avec presque 70% des cas. Mais quand même, on avait sur cette cohorte, même si le diagnostic a été fait en postnatal, on avait quand même 130 patients qui avaient des signes en anténatal. Donc ça représente presque la moitié des patients. Je ne reviens pas. Donc, on a eu quand même 17 interruptions, hein, parce que c'est des fœtus qu'on a eu après l'interruption et qui n'avaient pas forcément des signes de sévérité, mais des gros reins hyperéchogènes qui avaient été interrompus en imaginant que ça pouvait être des polykystoses récessives qui sont des maladies sévères en général. Voilà, alors maintenant j'en viens à la polykystose rénale autosomique dominante, comme son nom l'indique, qui est une pathologie dominante que vous connaissez très bien ici à Brest. Donc elle est rarement diagnostiquée en anténatal, mais on a la possibilité de formes prénatales qui sont rares, enfin, qui sont supposées être rares, si on découvre un variant additionnel. Et ici, donc, j'avais retrouvé un papier qui était en 2002 où il y avait déjà une de ces formes létales, enfin, une de ces formes prénatales sévères qui était décrite, et puis différents papiers, dont ceux de votre équipe, qui rapportent différents cas de formes bialléliques de polykystose rénale autosomique dominante. Bon, il y en a beaucoup, beaucoup dans la littérature, de plus en plus même. Mais en fait, le concept, c'est ce qui est rapporté ici, c'est qu'il y a une corrélation entre la quantité de gènes, donc la quantité de protéines, de polycystine présente, et la sévérité.
et les différents génotypes sont associés à une quantité. Donc, si on a, un génotype tout à fait normal, on va avoir une quantité normale, et puis cette quantité va diminuer en fonction du génotype qu'on va avoir. Et si on est hétérozygote composite pour deux variants, et là, les formes avec deux variants tronquants, je crois qu'il n'y en a pas de décrit, voilà, à ma connaissance. Donc, j'ai repris notre cohorte sur ce que j'appelle les polykystoses dominantes pseudo-récessives. C'est peut-être pas un nom correct, mais on a au moins 14 cas qui sont positifs. Et la majorité des variants, ce n'est pas étonnant, se trouvent dans PKD1. Et on a des génotypes variés, comme c'est rapporté dans les différentes publications. On peut avoir cet événement qui survient dans une famille de polykystoses dominantes connues, avec un parent qui transmet un variant délétère, et puis un variant qu'on va appeler hypomorphe, c'est-à-dire qu'à lui tout seul ne peut pas causer la maladie classique adulte, et qui est transmis par l'autre parent. Et c'est très compliqué d'interpréter ces variants, je vais un petit peu y revenir. On peut avoir un variant pathogène, classe 4 ou 5, de novo, et puis un variant hypomorphe transmis par un parent. On peut avoir aussi un variant hypomorphe transmis par chaque parent. Ça, c'est le cas souvent dans les familles consanguines, mais pas toujours. Et puis parfois, ça c'est dû au progrès de l'échographie prénatale. On va trouver un seul variant qui en fait est un variant de dominante typique, mais qui va s'exprimer en prénatal avec des reins hyperéchogènes, mais qui ne sont pas inquiétants. Donc ça, c'est des cas qui vont évoluer comme une dominante classique. Et vous voyez que l'évolution, elle est quand même assez inquiétante, puisque on a eu 5 interruptions de grossesse sur des signes de sévérité, c'est-à-dire une absence de liquide amniotique. Et quand on a pu avoir des examens fœtopathologiques qui sont extrêmement similaires, avec des kystes rénaux qui intéressent tous les segments du néphron. Et ça, c'est très important parce que sur ces cas particuliers, on partait sur des polykystoses récessives. Et dans les polykystoses récessives, il n'y a jamais de kyste glomérulaire. Et puis, il y a toujours chez ces fœtus une fibroadénomatose biliaire. On a eu deux décès périnataux, avec une mort fétale in utero et un décès néonatal. Et cette naissance, mais ce qui est un peu dommage, c'est que souvent on n'a pas l'évolution parce que ça vient de différentes villes de France et on n'a pas toujours les choses mises à jour. C'est important qu'on puisse connaître ces évolutions pour mieux conseiller les familles. Pour pour lesquels j'ai eu connaissance, en fait, c'est des enfants, j'y reviendrai avec quelques exemples, qui, pour ceux qui ont été suivis, ils ont une fonction rénale qui est subnormale à la naissance et qui s'améliore plus tôt, mais ils ont souvent des reins extrêmement volumineux et surtout une hypertension qui est réfractaire dès la naissance au traitement, enfin, qui nécessite une plurithérapie pour être jugulée dès la naissance, dès la salle de naissance. Donc, j'ai pris des exemples, un peu comme Marie-Pierre, pour illustrer mes propos. Donc là, c'était un fœtus qui avait une forme très sévère de rein fœto-hyperéchogène avec une évolution vers l'anamniose et donc une interruption de grossesse, vous voyez, qui a été faite au deuxième trimestre. Et on savait que la maman avait une histoire familiale de polykystose dominante, mais elle n'avait jamais été diagnostiquée. Donc, elle avait effectivement des kystes et il n'y avait pas eu d'études moléculaires familiales. Et donc, il y a eu cet examen fœtopathologique qui a retrouvé ces éléments, mais c'est vrai que les fœtopathologistes ne sont pas très habitués à voir ce genre de pathologie et du coup, ils ne sont pas partis sur une dominante, ils ont dit que c'était probablement une ciliopathie Meckel-like, et donc il y a eu un cilium qui a été fait justement chez Laurence, mais qui n'a pas retrouvé d'anomalie. Et nous, de notre côté, pardon, on a retrouvé un variant délétère donc transmis par la mère, donc qui est bien responsable de la polykystose familiale, et un variant faux sens dans PKD1, donc les deux variants étaient dans PKD1, inconnus, transmis par le père. Donc c'est ce qu'on appelle des VSI, comme vous l'a dit Marie-Pierre, et qu'on a beaucoup de mal à classer. Donc dans ce cas, c'est un variant qui reste de classe 3. Et quand on veut essayer d'affirmer le caractère hypomorphe d'un variant, c'est très compliqué parce que souvent les évaluations que Marie-Pierre vous a montrées in silico ou la fréquence dans la population générale ne permet pas de trancher parce que c'est souvent des variants qui sont quand même fréquents dans la population générale et qui n'ont pas des caractères de pathogénicité toujours très tranchés. Et d'ailleurs, beaucoup sont classés bénins sur ClinVar ou dans la cohorte ou dans la PKD database de la Mayo Clinique. Et souvent, l'argument dans la Mayo Clinique, quand je les vois, c'est noté
On a trouvé un autre variant plus convaincant dans le gène PKD1. Donc, hop, celui-là, on l'a mis de côté. Et ça, je trouve dommage parce qu'on n'a pas la finesse de réfléchir à ces variants potentiellement hypomorphes. Mais il y a des variants quand même qui sont classés comme hypomorphes parce qu'ils ont été décrits à plusieurs reprises dans des formes sévères. Et vraiment, on a besoin de cohortes qui soient très bien phénotypées, très bien génotypées et d'échanger entre nous, ce qu'on fait régulièrement, parce que j'interroge Marie-Pierre à peu près tous les 4 matins, pas tout le temps, pour son avis, et Laurence aussi. Et du coup, c'est important de pouvoir échanger, de pouvoir établir des bonnes cohortes, parce que si on retrouve plusieurs fois le même variant, potentiellement hypomorphe, dans plusieurs familles avec un phénotype identique, ça va nous aider à les classer définitivement. C'est important d'avoir des case reports, de la littérature aussi pour pouvoir les regarder. Et puis, on n'a pas d'études fonctionnelles à notre disposition pour voir le retentissement, enfin nous au labo en tout cas, peut-être que vous avez ça et ça serait précieux, pour permettre d'étudier le retentissement sur la quantité de protéines qui découlent de ces variants. En fait, dans cette famille, il y a eu une nouvelle grossesse qui a été extrêmement surveillée parce qu'on ne pouvait pas proposer de prénatal sur un variant de signification indéterminée. Donc, il y a une nouvelle grossesse qui s'est passée très surveillée avec une grossesse qui s'est déroulée tout à fait normalement et la naissance d'un petit garçon qui est en bonne santé. Et puis, mince, je vais dans le mauvais sens. Et puis, une récidive lors d'une nouvelle grossesse, très précoce, puisque cette grossesse est très surveillée. Donc, dès 14 semaines, vous voyez qu'il y a déjà des gros reins hyper écogènes et qu'on retrouve exactement le même génotype chez le fœtus. Une interruption précoce et une fétopathe tout à fait concordante. Donc, ceci nous a conduit à reclasser le variant paternel comme hypomorphe et pouvoir proposer un prénatal lors des futures grossesses du couple. Un autre cas ici qui est à peu près identique à celui que je viens de vous montrer, sauf que là, il y a un variant pathogène transmis par le père atteint et un variant hypomorphe, mais qui est connu pour être hypomorphe dans la littérature, dans la database de la Mayo Clinique. Et une forme, vous voyez, sévère, avec un anamnios, une interruption de grossesse, et encore ces constatations phétopathologiques identiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu exactement la même chose dans une autre famille avec un variant délétère transmis cette fois-ci par la maman, le même variant hypomorphe transmis par le papa, et une évolution beaucoup moins grave avec un enfant qui est né, qui avait une fonction rénale évaluée avant la grossesse comme normale. Il est né, et vous voyez qu'il s'est bien adapté à la vie extra-utérine. Il a une néphromégalie extrêmement importante, vous voyez des reins de 10 cm à 4 mois et surtout une hypertension de la naissance qui a dû être traitée par bithérapie. Et le nouvel élément que je viens d'apprendre, c'est que très récemment, il a été découvert des kystes rénaux chez le grand-père paternel qui est porteur du variant. Donc, c'est un argument supplémentaire pour ce variant. Et pour nous. Une autre forme ici, un peu plus complexe, j'ai encore un peu de temps. Pas beaucoup, oups, je me dépêche. Un peu plus complexe parce qu'ici, il n'y a pas d'histoire familiale ni d'un côté ni de l'autre. Et on trouve chez ce fœtus très sévèrement atteint, qui a été interrompu, un variant tronquant PKD1 de novo et un variant faux sens inconnu transmis par le père. Le problème de ce génotype, c'est d'essayer de déterminer la phase des variants. C'est d'essayer de se dire, est-ce que le variant tronquant et le variant faux sens sont sur le même allèle ou sont sur deux allèles différents, ce qui est complètement différent pour interpréter le résultat. Et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de déterminer ça? Ben, soit on voit que les deux variants sont sur le même allèle parce qu'ils sont à proximité. Ce n'est pas du tout le cas ici. Parce que vous voyez, il y en a un dans l'exon 15 et l'autre dans l'exon 41. Donc, avec les moyens à notre disposition, on ne peut pas déterminer ça. Il faudrait pouvoir faire du long read, ce qui n'est pas pour l'instant disponible dans nos laboratoires. Ce qu'on pourrait essayer de faire aussi, c'est rechercher un SNP à proximité qui serait co-transmis avec le variant. Je vous montre un exemple. Ce n'était pas le cas ici, mais je vous montre un exemple. Vous voyez ici, c'est pour un autre gène et autre chose, mais je vous montre ici un variant de novo chez un cas index qui est absent chez ses deux parents. Mais vous voyez que ce variant de novo, il se trouve sur le même allèle qu'un variant fréquent et que ce variant fréquent est transmis par l'un des parents, par la mère ici. Donc, on peut dire que le variant de novo est survenu sur l'allèle de la mère. Bon, ici, on n'avait pas cette chance. Mais ce que Claire Gourceau, ma collègue, a eu comme idée, c'est de passer la maman en NGS pour essayer de voir s'il n'y avait pas une mosaïque. Et on a retrouvé le variant mosaïque extrêmement faible. Vous voyez, c'est 1% des rides, donc c'est vraiment très faible. Mais ça nous permet de dire que ce variant est survenu sur l'allèle maternel et qu'il y a un risque de récidive
sur une prochaine grossesse qui est très très faible. Mais ce couple a demandé un diagnostic prénatal qu'on vient de réaliser. Je suis allée un peu vite, mais le fœtus ne porte aucun des deux variants, donc la grossesse se poursuit et va très bien. Un dernier cas, c'est une famille consanguine avec un variant homozygote inconnu. Donc, est-ce que c'est un variant hypomorphe? Toujours le problème pour classer ces variants hypomorphes. Là, c'est un enfant donc, qui est né, qui a aussi une hypertension sévère dès la naissance. Et puis, donc, on ne pouvait pas proposer de diagnostic prénatal toujours dans cette famille. Et il y a une récidive sur une nouvelle grossesse. Le génotype est identique, le fœtus est aussi homozygote pour ce variant. Et là, c'est une forme sévère. Les parents ont refusé l'interruption de grossesse et la petite fille est décédée en salle de naissance. Donc, on pourra proposer un diagnostic prénatal lors de la prochaine grossesse. Un petit mot de NEC8 dont on vous a parlé juste avant. En fait, comment je suis arrivée à m'intéresser à NEC8? On s'est un peu tous intéressés à NEC8 tous ensemble. En fait, ça vient d'un dossier d'Oragène où on avait trouvé dans cette famille qui était envoyée pour une dominante, mère-fils atteint avec une forme assez sévère de polykystose dominante. Et on a retrouvé un variant hétérozygote de NEC8. Donc, on en parle en réunion d'interprétation. Et puis, moi, je dis oui, il y a ce variant de NEC8, mais NEC8, c'est une ciliopathie récessive, c'est pas ça, quoi. Et j'ai mon collègue Olivier Grunewald de Lille qui me dit, mais c'est bizarre parce que moi, j'ai une petite fille qui a le même variant, qui a un phénotype assez identique, et elle a ce variant de novo. Et il me dit, j'ai fouillé un peu la biblio et j'ai trouvé un abstract de plusieurs patients NEC8 avec le même variant, c'est toujours le même variant, là, arginine 45 tryptophane. Et du coup, donc c'était bien le variant impliqué. Et du coup, depuis, il y a ces papiers qui sont sortis. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, ce variant récurrent. Et du coup, on a refait une analyse rétrospective de nos patients qui étaient sans diagnostic, qui avaient soit été envoyés pour des dominantes, soit pour des récessives selon l'histoire familiale. Et on a recherché spécifiquement ce variant et on a trouvé 8 patients qui appartenaient à 6 familles. Donc, dans 2 familles, c'était hérité d'un parent qui avait eu une insuffisance rénale très précoce et qui avait été transplanté jeune, parfois dans l'enfance. Et dans les 4 autres familles, la ségrégation n'a pas été réalisée, mais on suppose que c'est des variants de novo ou en mosaïque chez un parent, puisqu'il n'y avait pas d'anomalie échographique. En conclusion, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'était pour dire qu'on a fait beaucoup de progrès avec l'échographie fétale et le développement du NGS qui nous permet de trouver de plus en plus de gènes impliqués dans ces pathologies, qu'il faut vraiment avoir un diagnostic de certitude pour pouvoir proposer un bon conseil génétique et proposer une prise en charge postnatale adaptée. Et puis, très important pour nous au laboratoire, c'est si possible, s'il y a un décès, de faire de la phétopathologie et de conserver des tissus. Ça pourra beaucoup nous aider par la suite si on doit faire des études, continuer des études. Et puis, ma dernière conclusion, c'est ce que je devais vous dire. Est-ce que la génétique est un apport dans le diagnostic et la prise en charge de ces formes sévères? On y perd un peu notre latin parce qu'on y découvre qu'il y a des pathologies dominantes avec des transmissions bialléliques, des pathologies récessives avec des transmissions monoalléliques, des pénétrances incomplètes, des digénismes, des facteurs modificateurs. Je ne suis pas rentrée dans le détail. Mais c'est très compliqué pour nous. Voilà, tout ce qu'on connaissait, les dogmes sont un peu remis en question. Et du coup, je reviens sur le fait qu'on a vraiment besoin de cohortes bien phénotypées, génotypées, de génomes de référence qui ne sont pas toujours adaptés à ce qu'on fait, et puis des collaborations entre nous. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je remercie le collègue. Merci beaucoup, Laurence. Alors, on prend le temps, peut-être une ou deux questions. On est déjà en retard. Il y a des questions dans la salle ou dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je me demandais juste avec l'association de phénotype kystique chez les patients porteurs de variant de perte de fonction PKHD1, est-ce que vous contre-indiquez un don à un parent qui est atteint par ce type de variant à son enfant? Merci pour cette excellente question. Non, non, parce que ça reviendrait à dire que les enfants atteints de polykystose récessive ne peuvent pas recevoir de rhum de leurs parents ou plus tard de leurs frères et sœurs porteurs hétérozygotes. Mais par contre, c'est une vraie question parce qu'il y a certains centres de transplantation américains qui, suite à la description de phénotype kystique chez les patients hétérozygotes PKH1, et ce n'est pas tous les patients, je ne devrais pas dire patients,
des personnes porteuses d'un variant hétérozygote PKHD1, ben, il y a certains centres de transplantation qui ont dit que les hétérozygotes PKHD1 ne peuvent pas donner. C'est une catastrophe pour l'accès à la greffe, je pense. Donc non, il ne faut pas que ce soit un critère d'exclusion. Ce qu'on voit, et je pense qu'on a besoin un peu de plus, alors ça sort, c'est un trait phénotypique, ce n'est pas une maladie, des microkystes hépatiques et une rénaux associés à la présence du variant. Il y a des données à l'échelle de grandes cohortes, etc. Ça a l'air solide, c'est très variable. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas loin de microkystes et les fonctions rénales sont conservées. Merci beaucoup. Une petite question. Alors, je ne suis pas sûr que la réponse soit très simple. Maintenant, vous avez des très grandes cohortes suite à ce que tu nous as montré sur toute la maturation de PKD1, PKD2. Donc, il y a une dizaine de gènes qui sont impliqués. Est-ce que vous arrivez à faire des espèces de combinaisons, on va dire, justement, de variants hypomorphes qui seraient présents dans 1, 2, 3, 5 gènes en fonction du nombre de variants qu'on a, enfin, du nombre de gènes impliqués dans la casquette qui ont au moins 1, 2 ou 3 variants hypomorphes? Est-ce qu'on peut faire on appelle ça des modèles oligogéniques. Ouais, oligogéniques, mais en disant c'est finalement, hyper difficile. Il faudrait faire des modèles à chaque fois pour prouver ça. Ce qui est quand même complexe. Il faudrait avoir sinon des ségrégations énormes. Et quelquefois, on voit des papiers qui disent voilà, c'est la cause parce qu'il y a eu ce variant, plus celui-là, à l'échelle d'une ségrégation qui comporte 3 à 5 individus. C'est souvent un petit peu insuffisant. Ouais. Donc, mais c'est vrai que c'est très complexe. Et l'autre chose, ce dont on a vraiment besoin, et Laurence a bien insisté là-dessus, ce sont des tests fonctionnels au débit. Et ça nous manque, il commence à y avoir quand même des développements, mais c'est vraiment très, très difficile techniquement de mettre au point. Il y a des labos qui font ça depuis un certain nombre d'années, puis voilà, on arrive à caractériser une vingtaine de variants, donc il faudrait en millier. Mais pour les modèles oligogéniques, c'est pas compliqué. Pour que les gens en ligne nous entendent. Pour aller dans le sens de Stan, peut-être plus maintenant que des variants dans 3-4 gènes, ce qu'on voit émerger, c'est le rôle des polygéniques scores, que le groupe d'Ali Garabi a bien montré que dans le polykystose, ça avait un poids majeur dans la sévérité de l'opération génétique. Je ne suis pas d'accord. Quand on voit le poids pour certains variants. Si, je suis très curieuse de voir la réplication de ces résultats sur une cohorte de PKD et avec comment dire, un critère continu comme les fonctions rénales, parce que là, c'était en fait grande base de données, caractérisation phénotypique. On savait, c'était des groupes qui soit plus de 90 de têtes de DFG ou moins de 60. Vraiment, c'est très intéressant. Avant l'utilisation des PRS, des polygéniques risk score en clinique, je pense que on n'est pas encore. Une petite question, il y a quelques années, il y avait un protocole où on recherchait le variant chez les parents non atteints. Est-ce qu'on a plusieurs de cette étude chez les enfants, les fœtus qui avaient une révélation anténatale avec un parent atteint de polykystose dominante, on recherchait systématiquement les variants chez les enfants. Et du coup, c'est un des papiers qui ont été montrés par Laurence et Marie-Pierre, mais je vais leur repasser la parole. Et on a retrouvé quelque chose chez environ un tiers des cas. 30% des cas. Oui, on a pu identifier des variants hérités du parent sain dans 30% des fœtus. Et alors, il y a un ou deux qui sont récurrents, qu'on a retrouvés plusieurs fois. On a aussi une famille avec 3 cas, donc c'est vrai que c'est des arguments forts pour les classer. Après, c'est des arguments indirects, mais disons, c'est quand même extrêmement suspect d'avoir, et puis surtout sur certaines récidives en particulier. Mais oui, c'est 30. Moi, je considère que c'est 30% des cas. Ça n'a pas changé pour moi. Une petite question sur les variantes P4 à 4, P4 à 3. Ce n'est pas la majorité des patients qui font des tableaux polykystiques. Vous allez l'interroger pour savoir si ce n'est pas autre chose et qu'ils vont le trouver par hasard. On a des idées s'il y a des gènes associés qui donnent quelque chose. Pour la petite histoire, j'ai croisé les souris P4 3 avec des souris PKD1 KO et
ça aggrave pas le trouble kystique, au moins sur un temps précoce. Après, avec le 4 à 3, elle commence à avoir de la protéinurie, on ne peut pas rien dire, mais j'étais curieux de savoir si on savait pourquoi c'était des patients qui se présentaient avec des tableaux polykystiques. Est-ce qu'il y a des variants associés? On ne sait pas. On voit les observations pour l'instant. Alors, je n'ai pas pu aller en détail, mais dans le plus grosse étude, chez 152 patients, c'est l'étude de Barcelone, sur 152 patients qui ont une alpha dominante, une néphropathie comme 4 à 3, comme 4 à 4 dominante, eh bien, il y avait à peu près 50% qui avaient des kystes. Et je crois qu'il y avait 3% qui avaient une néphromégalie kystique, qui ne ressemble pas non plus à une néphromégalie kystique de la kystose. C'était des patients qui avaient une dégradation des fonctions rénales en général. Donc, ça, c'est à l'échelle de cohorte. Après, ce qu'on a vu, c'est dans la cohorte 100 000 du génome, quand on regarde, on fait des tests d'association et entre le phénotype kystique et puis à l'échelle de gènes, on voit que le col4 à 3 sort de façon significative avec une caractérisation phénotypique qui n'est pas précise, mais une explication vraiment sur... on suppose que c'est des kystes plutôt d'origine glomérulaire ou disto, parce qu'il n'y a pas d'expression mais on n'a pas de rationnel, on n'a pas de caractérisation de la connaissance humaine. Mais peut-être que tu nous en diras plus tout à l'heure. Parce que je pense que ce n'est pas tout à fait